Le soir du 21 août 2004, des résidents du petit village de Tinley Park en Illinois constatent en regardant vers le ciel qu'ils ne sont pas seuls. Plusieurs témoins aperçoivent 3 étranges lumières rouges au-dessus de la banlieue de Chicago. These lights were observed by thousands of people. I saw 3 red lights. This was definitely not an airplane. It was unlike anything I'd seen before or after. L'anomalie apparaît à Tinley Park et dans plusieurs municipalités au sud de Chicago. Les résidents n'ont pas d'explication. Ces lumières ont peut-être même visité plusieurs parties du monde. Pour la première fois, des témoins se manifestent. Tinley Park Police Station was being inundated with phone calls. So everybody was calling the cops. Et nous verrons des images inédites des lumières sur Tinley Park. There's something there, and I can't explain what it is. I got it on tape! I got it! Voici l'enquête numéro 97001. Invasion en Illinois. Nous pouvions les voir de notre fenêtre. 3 lumières rouges dans le ciel. « 21 août 2004. Tinley Park, Illinois. Dans cette banlieue tranquille située à 48 km au sud de Chicago, plusieurs profitent de la belle journée et s'attendent à une soirée sans histoire. Ils sont rassemblés devant un barbecue où s'apprêtent à assister au concert d'Ozzy Osbourne. L'ambiance est à la fête et le ciel est clair. Mais plus pour très longtemps. I got it on tape! I got it! Le premier d'une cinquantaine de rapports est effectué aux autorités locales peu après 19 heures. Il y a quelque chose d'étrange dans le ciel. 3 lumières rouges orangées qui semblent par moments voler en formation triangulaire et ensuite en ligne droite. Les images captées ce soir-là montrent des lumières qui se déplacent silencieusement et lentement, d'ouest en est, au-dessus de Tinley Park. Certains témoins les ont observées pendant plus de 30 minutes. À 21 heures, les rapports de lumières étranges dans le ciel de la banlieue de Chicago se multiplient. Tinley Park, Lake in the Hills, Oak Forest, Orland Park, Mokina, Madison, Frankfort. J'ai vu 3 lumières rouges dans le ciel. Parfois, les lumières formaient un triangle. Et ensuite, les 3 points devenaient une ligne droite. 3 petits points. Cette chose flottait dans le ciel, du sud-ouest au nord-est. Nous sommes présentement à l'amphithéâtre First Midwest Bank, autrefois le Tweeter Center, où avait lieu le concert d'Ozzy Osbourne le 21 août 2004. Ce soir-là, les gens qui quittaient l'amphithéâtre ont été coincés dans des bouchons de circulation. Ne pouvant pas avancer, ils regardent au ciel et voient des lumières étonnantes. Certains disent qu'il est normal de voir des lumières au ciel après avoir assisté au concert d'Osbourne. Le cas de Tinley Park a tout d'une affaire passionnante. On a beaucoup de récits de la part de témoins dispersés sur un grand territoire. De plus, ce cas est très récent et actuel. Les gens de Tinley Park ne sont pas seuls. Le phénomène n'a pas touché que leur région. L'équipe pense même qu'il a pu être mondial. En effet, des lumières similaires ont été filmées 2 jours plus tôt en Colombie-Britannique, au Canada, puis au Minnesota. Le lendemain, le 22 août 2004, les lumières apparaissent à Houston, au Texas. Et un vidéaste amateur filme des images semblables dans le ciel de Melbourne, en Australie, le 23 août.
la mention d'un triangle revient souvent, se joignant aux formes de cigares et de soucoupes rondes plus fréquentes. Les visions de lumière en forme triangulaire ont émergé au début des années 1980. Quand l'armée a dévoilé ses bombardiers furtifs F-117 et B-2 en novembre 1988, quelques cas de présumés ovnis sont démystifiés. Mais plusieurs demeurent inexpliqués. L'ovni mystérieux en Belgique en 1990 et le triangle de lumière à Phoenix en 1994 sont des cas célèbres. L'équipe tente maintenant de savoir si le triangle de Tinley Park est la suite de ce phénomène. Le 31 octobre 2004, soir de l'Halloween, le triangle ressurgit dans le ciel de Tinley Park. Et elles sont encore filmées par un grand nombre de témoins. Les sceptiques disent qu'il s'agit de fusées éclairantes fixées à des ballons libérés dans le ciel. Ce phénomène de lumière vu par des milliers de témoins n'est-il qu'un canular? Ou est-ce autre chose? L'enquête de Tinley Park se poursuit et plusieurs possibilités sont explorées. Pat Oskert rassemble les preuves vidéo des témoins et tente d'identifier l'endroit exact de chaque manifestation. À ce stade-ci, on a besoin d'informations additionnelles, de vidéos, et on doit rencontrer les témoins. On a du pain sur la planche. Ancien analyste à la NASA, Ted Ackworth se servira des données de Pat et des vidéos des témoins pour calculer la taille et la vitesse de cet objet, pour ensuite tenter de l'identifier. Ces 3 points lumineux sont-ils fixés sur un objet solide? Si oui, quelle est la taille de cet objet? Entre-temps, Bill s'occupera de faire des tests avec des fusées éclairantes et des ballons afin de savoir s'il s'agit d'une supercherie. On ne sait pas encore ce que sont ces lumières, mais à la fin de l'enquête, on saura ce qu'elles ne sont pas. On rencontre Sam Maranto, directeur du MUFON en Illinois. Notre contact principal ici à Tinley Park. Sam était l'homme de pointe en termes policiers. C'est lui qui répondait d'abord aux appels. Quand les gens voyaient les lumières, ils le contactaient. Il a donc parlé à tous les témoins qui ont capté des images de ce qu'ils ont vu dans le ciel, peu importe ce que c'était. J'ai rencontré une centaine de personnes. Selon Sam, les événements de Tinley Park sont parmi les mieux documentés jusqu'ici. Souvent, les gens voient des ovnis et n'en parlent pas. On a rarement autant d'images de la part des témoins. Il existe une trentaine de vidéos d'images filmées simultanément dans différents quartiers de Tinley Park et de ses environs. On a encore des gens à rencontrer et d'autres images à récolter. Cette enquête évolue sans cesse. Cette chose a été vue par des milliers de personnes. Les médias en ont parlé non seulement en Illinois, mais dans le monde entier. Pat va directement à la source en rencontrant un correspondant du journal local, le Southbound Star. Je vais parler à Jason Freeman. En tant que journaliste, il est objectif et n'a rien à gagner de cela. Il est juste intéressé à connaître la vérité, tout comme nous. J'étais très impressionné. Mais le journaliste a vite pris le dessus. Et je me suis mis au travail pour capter la scène, comme on dit dans mon domaine. Ceux qui n'ont rien vu se fient aux médias pour se faire une opinion. Reflets lumineux, fusées éclairantes. Mais les témoins, dont moi, avaient l'esprit beaucoup plus ouvert. Jason écrit un article sur son expérience personnelle. Je suis sorti de ma voiture pour avoir une meilleure vue des anomalies. Qu'est-ce que je voyais? Comme des centaines d'autres à Tinley Park.
Je ne suis pas certain. Quand on parle aux journalistes, il ne faut pas oublier qu'ils ont été formés pour rapporter les faits le plus objectivement possible. À ma connaissance, personne n'a démystifié ce qui est arrivé. Alors je me gratte la tête 2 fois plus. Le service de police a affirmé avec conviction qu'il ne s'agissait pas de fusées éclairantes ni de ballons. Et toutes les agences en sont venues à cette conclusion. La FAA n'a pas d'idée non plus, puisque les radars n'ont rien capté. À 55 km de Tinley Park se trouvent les aéroports O'Hare et Midway de Chicago. Comment se fait-il que les opérateurs de radar des 2 aéroports nationaux les plus achalandés n'aient pas aperçu ce que tant de gens ont vu? La FAA n'a pas de réponse. Alors l'équipe élimine la possibilité des avions commerciaux ou privés et décide de se fier uniquement aux images vidéo. Ce scénario est unique grâce à toutes les excellentes vidéos. Sam possède au moins 13 vidéos du phénomène bizarre. Ce sont des images de cette présence du 21 août 2004. Ce segment spécifique a été filmé à Oak Forest. I don't know what that is. I wonder how many more there are going to be, but you know what, that was really cool when it was the 3 of us. I don't know. Do you really think we should call and report this? 5 km au sud-ouest, à Tinley Park, un autre témoin, TJ Japcon, filme ces images des lumières. Are you recording this? Yeah, now I am. Pendant qu'il filme ces images au sud-ouest, ceux-là font de même au nord-est. Il filme donc la même chose au même moment. C'est super. On a la triangulation d'un phénomène prise par 2 caméras. De chaque angle et dans chaque quartier, les images vidéo montrent les lumières en formation triangulaire. Les différents triangles demeuraient statiques en bougeant dans le ciel. Des fusées éclairantes agiraient-elles de cette façon? Il est trop tôt pour sauter à des conclusions et dire qu'il s'agit d'un phénomène extraterrestre ou d'un vaisseau géant ayant survolé Tinley Park. Ce que nous avons, ce sont 3 points lumineux. Et j'aimerais m'en tenir à cela jusqu'à ce que nous ayons plus d'informations. Les sceptiques prétendent avoir une explication très simple. Mais les témoins oculaires ne sont pas d'accord. Cette vidéo inédite jusqu'à aujourd'hui pourrait fournir les réponses tant attendues. Ce n'était pas un avion tel que je connais les avions. Il n'y avait aucun bruit, et c'est ce qui me fait me poser tant de questions. Mais je n'ai pas de réponse. L'équipe poursuit son enquête à Tinley Park, en Illinois, en examinant les images d'un présumé ovni triangulaire. Des centaines, voire des milliers de personnes, avocats, médecins et admirateurs d'Ozzy Osbourne, ont vu 3 lumières rouges bizarres dans le ciel durant 2 nuits spécifiques en 2004. 1 ou 2 témoins, ce n'est pas suffisant. Nous devons en rencontrer le plus possible, s'attarder sur toutes les preuves disponibles et analyser les vidéos afin d'avoir une vue d'ensemble. Pat va rencontrer TJ Japcon, un témoin oculaire qui a capté le présumé ovni sur vidéo. Pendant ce temps, Bill et Ted se demandent ce qui a bien pu survoler Tinley Park. Chaque fois qu'on parle de lumière dans le ciel, je veux tout savoir sur les vols commerciaux et les opérations militaires possibles. Si nous pouvons éliminer ces appareils, cela nous laisse croire qu'il peut s'agir d'une véritable anomalie. Situé à 48 km des aéroports O'Hare et Midway de Chicago, le ciel au-dessus de Tinley Park est toujours un des plus achalandés des États-Unis. Il est rempli d'avions commerciaux et privés qui pourraient être confondus en phénomènes extraterrestres. Selon l'équipe, l'objet étrange pourrait être un avion militaire non identifié, mais c'est une explication peu probable.
Il y a une région d'opération militaire au nord, à environ 160 km d'ici, et une autre à 160 km au sud-est. Cela signifie qu'il y a effectivement une possibilité d'opération militaire, mais je dois l'éliminer immédiatement parce qu'en raison du trafic aérien massif de vols internationaux, ça causerait d'énormes problèmes au-dessus de Chicago. Bill tente tout de même d'obtenir une réponse officielle auprès des autorités militaires. Il contacte le commandant, un représentant militaire de haut niveau de la base aérienne Scott. Oui, ici Bill Burns, des chasseurs d'OVNI, éditeur du UFO Magazine. J'appelle concernant les lumières au-dessus de Tinley Park le 21 août 2004. J'aimerais savoir si des avions militaires ont circulé ce soir-là. Aucune information là-dessus? Ouais, je comprends. Les chasseurs d'OVNI ont ensuite reçu une lettre officielle. Nous n'avons aucune documentation sur le sujet. Et en raison du roulement de personnel élevé depuis 2004, personne ici n'a d'informations pertinentes. On doit maintenant rencontrer les témoins et les interroger. Plus nous aurons de vidéos et de témoignages, plus nous pourrons offrir à Ted des données scientifiques à analyser pour savoir de quoi il s'agit vraiment. J'ai vu 3 lumières rouges qui se déplaçaient lentement dans le ciel. C'était vraiment incroyable. Je n'avais jamais rien vu de tel, des lumières rouges comme celle-là. 22h45, 21 août 2004. TJ Japcon et Dave Wagner sont à une soirée regroupant environ 70 amis et voisins. Ils ne se doutent pas que des invités surprises vont bientôt se joindre à eux. Mon fils a vu 3 lumières juste au-dessus des arbres. Are you zooming all the way? Yeah, Jake, look at that. Okay, wait, leave it. Okay. Quelqu'un a dit OVNI, et en me retournant, je l'ai vu, et je me suis demandé ce que ça pouvait être. Je n'avais jamais rien vu de semblable. Tout le monde observait les lumières, les 3 points rouges en forme de triangle. TJ se dépêche d'aller chercher sa caméra et capte des images pendant 18 longues minutes. It's definitely not a helicopter. It's going too slow for helicopters, too. It's going right over us. Le groupe est unanime. L'objet se déplace comme aucun autre appareil connu ne peut le faire. Ça lui a pris de 15 à 20 minutes pour se rendre là-bas. Il est resté sur place un moment, puis il a continué sa trajectoire. Il s'est donc immobilisé. Ah oui. Il s'est déplacé, s'est arrêté et est reparti. Ouais. Wow. La vitesse lente et le fait que l'objet se soit arrêté ne correspond à aucun appareil conventionnel et ses résidents le savent pertinemment. Lorsqu'un agent de police arrête voir le groupe, il est bombardé de questions sur l'objet. On lui a demandé ce qui se passait, et il a répondu « Je ne peux rien dire ». Il devait retourner au poste de Tinley Park, parce qu'il était inondé d'appels. Tout le monde appelait la police? Exactement. L'équipe contacte le service de police de Tinley Park pour obtenir une déclaration officielle. Mais l'officier responsable n'a aucun commentaire sur l'affaire. Les rapports indiquent toutefois la réception de nombreux appels concernant 3 lumières rouges dans le ciel. Au bout de 30 minutes, l'objet disparaît lentement dans la nuit. Whoa! Where'd it go? Where'd it go? Gone. Vers 23h30, TJ et Dave voient autre chose. Une seule lumière rouge qui suit la même trajectoire que les 3 précédentes. Kurt! They're back! UFOs are back. Cette fois, Dave est prêt et regarde avec son télescope puissant. Je n'ai rien vu de précis. À l'œil, ça ressemblait à une seule lumière rouge, mais au télescope, je voyais une lumière ovale, entourée de 10 ou 12 petites lumières rouges. Pat apporte les vidéos de TJ. Aujourd'hui, à Fait ou Faux...
Je n'ai jamais rien vu de tel. Oh mon Dieu! Il y en a un deuxième. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai levé les yeux au ciel et j'ai aperçu un point noir. Commencez l'expérience. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu! Incroyable. La 3 vient de tomber. On arrive. Il se passe quelque chose d'étrange ici. Je viens d'entendre quelque chose. Je vois du mouvement. Je n'ai pas l'habitude d'être inquiet, mais je commence à l'être. Oh mon Dieu! C'est une soucoupe volante. Je vois plusieurs lumières. Mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour. Salut Ben. Salut. Salut Ben, quoi de neuf? Ça va? Ouais. Prêt à regarder des vidéos? Ouais. Pourquoi pas? Parfait. On va commencer par ce que j'ai à vous montrer. Pour la première fois, on a une vidéo de 2 ovnis qui entrent en collision. Ça nous vient d'Israël. Un homme a aperçu un ovni qui se divisait en 2 et même en 3. Alors il a décidé d'aller chercher sa caméra et voici ce qu'il a filmé. Regardez bien. Il y a quelque chose qui va arriver de la gauche. Wow. Ça devient sphérique. On dirait une explosion. Oui. Ou peut-être que ces choses ont simplement fusionné. C'est une théorie possible. On entend de plus en plus parler de ce genre d'ovni organique. C'est une phase de la mitose ou de division cellulaire. Alors ce qu'on voit, c'est peut-être l'inverse. Ça s'est produit en Israël, au Moyen-Orient. Il y a beaucoup d'actions là-bas. C'était peut-être simplement un avion qui a été abattu par un missile. Oui, parce que quand les deux objets entrent en collision, ça produit une boule de lumière qui se dirige vers le sol, comme si elle tombait. Est-ce qu'ils ont retrouvé des débris près du site de l'impact? Ils sont allés vérifier le lendemain, mais ils n'ont trouvé aucune trace de débris. D'après vous, est-ce que c'est un fait ou un faux? Selon moi, ce qu'on voit s'est réellement produit. Ce n'est pas un trucage. Ça en vaut la peine? Je pense qu'on devrait l'oublier. Je suis d'accord. On passe au prochain. J'ai une histoire de fantôme pour vous, qui nous vient directement de New York. Rose Benevuto, une dame âgée, a eu un terrible accident de voiture. Ce qui est étrange, c'est qu'elle a quitté le lieu de l'accident sans la moindre éraflure. Elle s'en est sortie totalement indemne. Sur les lieux de l'accident, il y avait une photographe du nom de Sharon Boo, et elle a pris plusieurs photos. En voici une. Et... Wow. C'est sa voiture? Elle a survécu à ça? Incroyable. L'une de ces photos était vraiment étrange. On y voyait une sorte de forme. Selon Rose, cette forme serait son ange gardien. C'est une forme angélique. On dirait bien. C'est une photo sur pellicule ou numérique? Sur pellicule. Cette forme se retrouve également sur le négatif, et c'est difficile à truquer. Tu ne crois pas que c'est simplement la réflexion de la lumière? Je ne dis pas que c'est un canular, mais il y a sûrement une raison qui explique pourquoi on voit cette lumière. Tilan, tu t'y connais en photographie? Oui. Ce genre de lumière peut-il apparaître sur le négatif? C'est possible. Plusieurs photographes créent ce genre d'effet en surexposant leur négatif. J'aimerais mieux ne pas toucher à cette histoire et continuer de croire que c'est ce qui s'est passé. J'ai souvent eu l'impression que des anges gardiens m'ont sauvé la vie. Malheureusement, je n'ai pas de photos pour le prouver. Qui est d'accord pour mettre ce cas de côté pour l'instant? Je pense qu'on pourrait en savoir un peu plus sur cette histoire. Mais pour l'instant, on peut la mettre de côté et voir ce qu'on a d'autre. D'accord, suivant. Bill, c'est à ton tour. Cette vidéo circule dans les conférences sur les phénomènes paranormaux depuis quelque temps. Elle a été tournée à Fresno en 2007. Je vous montre, la vidéo parle d'elle-même. D'accord. Il y a une créature. C'est quoi? Elle arrive du haut de l'écran.
Je ne sais pas ce que c'est, mais ça n'a rien à voir avec les créatures qu'on voit habituellement dans ce genre de vidéos. On peut presque voir ses pattes. Oui. On peut aussi voir son ombre. Elle est très longue. On dirait qu'il a une tête. Je n'avais jamais vu ça. Moi non plus. C'est vraiment bizarre. C'est tout ce que je peux dire. Il y en a un deuxième. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? D'un point de vue anatomique, je n'ai jamais rien vu qui ressemblait à ces deux créatures. Moi non plus. Il marchait vers quoi? Je ne sais pas vers quoi il marchait, mais en réponse à ce que tu disais, j'ai envoyé une copie de la vidéo au centre de contrôle animal de Fresno. Ils ne savent pas ce que c'est et aucun autre cas étrange n'a été rapporté dans la région. Cette vidéo nous provient d'une caméra de surveillance qu'un résident du quartier a installée sur le toit de sa maison parce qu'il entendait souvent ses chiens aboyer la nuit. Lorsqu'il a vu ces créatures sur le moniteur, il a immédiatement envoyé le signal vers son magnétoscope pour l'enregistrer. Malheureusement, comme les caméras de surveillance enregistrent en continu, l'enregistrement original a été effacé. Tout ce qui reste, c'est l'enregistrement qui provient de son magnétoscope. L'homme en question s'est tourné vers le paranormal pour avoir des réponses. Ça me plaît. On n'a jamais enquêté sur un cas semblable. Je pense que ça vaudrait le coup. Je suis d'accord. On a une vidéo convaincante, un témoin crédible, et en plus, on connaît l'endroit exact où le phénomène s'est produit. Alors on pourra aller y faire plusieurs expériences. Je crois qu'on devrait le garder en attendant de voir ce qu'on a d'autre. D'accord. Austin, t'as quelque chose? J'ai pris contact avec un chic type nommé Mark Preston. En 2009, alors qu'il faisait un barbecue chez lui avec toute sa famille pour le 4 juillet, il regarde dans le ciel et il aperçoit un objet. D'où ça vient? Du lac Havasu. C'est un nom qui revient souvent. Il s'y passe beaucoup de choses. On regarde ça. Let's see if I can get it on camera. All right, there it is. I got it on camera. Oh my God! There's a cloud, and there's a flying saucer. Ça a vraiment la même forme qu'une soucoupe avec un globe au centre. Ça brille comme un objet métallique. C'est vrai. Ce que j'aime, c'est qu'on dirait vraiment que leur réaction est authentique. Ils veulent savoir c'est quoi. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a l'impression que le contour est solide. C'est en métal. Ça réfléchit la lumière. C'est rare d'avoir une image aussi claire et une surface qui réfléchit autant la lumière. Wow, look at that. Est-ce que vous pensez que cette vidéo en vaut la peine? Je crois que ça pourrait être intéressant. J'ai l'impression que c'est vraiment un cas pour nous. Et j'aimerais qu'on aille voir de plus près. Je crois qu'on va le garder pour l'instant. Chilan, c'est à ton tour. J'ai une vidéo de fantôme qui a été mise en ligne par une famille et qui a été vue plus de 4 millions de fois déjà. Les Underwood passaient leurs vacances en famille à Gettysburg, en Pennsylvanie, et un soir, ils ont filmé ça. Regardez. You moved it, right? Right there. See? Look. Regardez à gauche. Tu le vois aussi? Oui, juste là. On appelle l'endroit où a été tournée la vidéo le terrain triangulaire. Et plus de 50 000 soldats y sont morts durant la guerre civile. La majorité des personnes qui ont vu la vidéo pensent que ce seraient les spectres des soldats morts au combat. L'ombre ou le fantôme qu'on voit suit la même trajectoire à chaque fois. C'est les mêmes mouvements au même endroit. Il reste à la même place. C'est le même mouvement. Si c'était un esprit, ou appelez ça comme vous le voulez, il ne ferait pas constamment la même chose au même endroit. On dirait de la lumière, un peu comme les phares d'une voiture. Et il y a plusieurs routes pour les touristes dans ce secteur. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a assez de matériel pour tenter de recréer la scène ou on a besoin de plus d'informations? Ce n'est pas au sommet de ma liste, mais on pourrait voir plus tard. Oui, je suis d'accord avec Austin. Si cette vidéo n'est pas prioritaire pour vous, lesquels seraient vos 3 préférés? J'aime la créature nocturne. J'aime Havasu. Vous connaissez déjà mon choix, l'ange gardien et la voiture. C'est une histoire intéressante, mais j'ai peur qu'on n'ait pas suffisamment de matériel pour enquêter. Tout ce qu'on a, c'est une photo. Il n'y a pas de vidéo, mais j'aime Havasu. Oui, Havasu. Havasu peut être amusant. Je crois qu'on pourrait faire beaucoup de choses là-bas. Témoin crédible, bonne vidéo. Alors, Fresno et Havasu. Je crois qu'on a nos 2 enquêtes.
Bill, que dirais-tu de te charger de Fresno avec Larry et Giles? Créature nocturne. Parfait. Austin, Chilan et moi, on ira à Havasu. D'accord? Oui. C'est parti. Avenir, à fait ou faux? Ces chiens aboyaient, il est sorti à l'extérieur et c'est à ce moment-là qu'il les a vus. Je vois du mouvement. Ils sont plusieurs. Juste là, près des nuages. On peut le voir miroiter. Cette vidéo a fait le tour des congrès sur le paranormal. J'ai pris contact avec un chic type nommé Mark Preston. Voici ce qu'il a filmé. On a nos deux enquêtes. On est en route pour Fresno pour rencontrer José, l'homme qui a filmé les créatures nocturnes sur son terrain. Heureusement que Jael est avec nous, parce qu'elle parle très bien espagnol, et José parle très peu notre langue. Elle sera notre interprète. Mucho gusto. Larry. Mucho gusto, placer. Jael. José. Gracias por invitarnos a su casa. Gracias a ustedes por venir. ¿Nos puede explicar qué pasó exactamente aquí, por favor? Sí, fueron como las 12. Il était environ minuit. Estaban los perros ladrando, yo salí. Il a entendu ses chiens aboyer et il est sorti. En 1978, à l'issue d'une tournée de conférences de 71 interventions au Canada et en partie aux États-Unis, j'ai rencontré Alan Hynek, le fameux astronome décédé depuis, américain qui enseignait dans la Northwestern University et qui était le numéro 1 d'ufologie mondiale. Alan m'a fait un cadeau, c'est cet agrandissement de la cabine Apollo 11 que vous voyez derrière moi. Cela pour nous amener peu à peu aux États-Unis où, bon, bien sûr, il y a davantage d'observations d'OVNI parce que c'est un territoire immense. Mais bien que la censure existe aux États-Unis comme partout ailleurs sur la Terre, paradoxalement, l'information y est plus libre. Et nous allons nous en rendre compte au cours de cette vidéocassette. Bien sûr, aux États-Unis aussi, de nombreuses personnes se moquent des ovnis. Mais il faut savoir, il règne là-bas tout de même une grande tolérance. Quand nous sommes allés à Richmond, en Virginie, un soir, nous nous sommes rendus dans un bookstore, c'est-à-dire une très grande librairie, pas spécialisée. Mais nous avons vu à quel point le public américain a l'intelligence de se passionner pour tout ce qui touche aux choses étranges, mystérieuses, et en particulier
le domaine des ovnis. Nous avons vu des étalages, des rayonnages extraordinaires qui feraient rêver le plus blasé des ufologues français. C'est pourquoi aussi aux États-Unis existe la plus importante organisation, le MUFON. Donc à Richmond, en Virginie, nous sommes rendus au congrès annuel du MUFON, où nous avons rencontré quantité de personnalités extraordinaires. En France, le MUFON n'est pas connu. Pourriez-vous nous le présenter? Oui, je suis le directeur international du réseau mutuel OVNI, dont les initiales sont MUFON, M-U-F-O-N. Nous sommes la plus grande organisation OVNI au monde. Nous couvrons toute la planète. Aux États-Unis, nous avons un directeur pour chaque État et nous divisons chaque État dans un groupe de comtés où des directeurs de section supervisent les enquêtes sur les OVNI dans leur secteur. C'est ainsi que nous obtenons nos données brutes qui deviendront nos rapports et nos études. Nous avons environ 167 consultants qui sont titulaires d'un doctorat. Ce sont des docteurs en médecine, des psychiatres et même des vétérinaires, des chirurgiens et autres. Nous avons également plus de 200 personnes qui sont titulaires de maîtrise, que nous appelons des chercheurs spécialisés, afin de couvrir un vaste champ de compétences. Parce que l'ufologie, d'un point de vue scientifique, aborde de nombreux domaines. Nous avons découvert que 80 à 90% de nos données brutes s'avéraient être quelque chose de banal pouvant être expliqué. Le plus souvent, il s'agit de débris venant de l'espace ou de la planète Vénus, ou bien la Lune vue sous des conditions inhabituelles. Des choses naturelles, des avions publicitaires et ainsi de suite. Mais 10 à 20% défient toute explication. C'est ce que nous appelons les ovnis et c'est ce qui nous intéresse. Parmi ces cas résistants à toute explication, nous allons citer bien sûr celui de Gulf Breeze, qui est un golfe près de Pensacola, en Floride. Et là, nous allons constater que les autorités font un blackout particulier parce qu'elles sont directement impliquées. C'est Donald Ware, un remarquable ufologue américain, qui va nous en parler. Depuis ma retraite de l'armée de l'air américaine, je suis ufologue et j'ai vu des ovnis, 7 fois dans la région de Gulf Breeze et Pensacola. C'étaient des observations d'ovnis du type lumière rouge, parfois des lumières blanches. Ce ne sont pas des observations rapprochées comme Ed Walters a pu le photographier. Sur 18 observations photographiques, il a pu prendre 41 bonnes photos d'engins extraterrestres. Sur 2 des photos, l'OVNI évoluait à environ 1 mètre du sol. Il y a eu beaucoup de cas? Et combien? Je pense environ 600 pendant les 4 ou 5 dernières années pour cette région. Notre équipe de recherche, pour une période de 18 mois, a répertorié des observations d'OVNI 175 fois. Ils se montraient alors 3 fois par semaine. Nous avons des éléments récents comme quoi on a forcé un vaisseau spatial à descendre sur la plage. Ceci à environ une vingtaine de kilomètres de ma maison, sur une partie de la base aérienne d'England. Toutes les créatures extraterrestres à bord du vaisseau furent capturées par des gens du gouvernement américain. Sur la plage de la base aérienne d'England, il y a ce que j'appelle un dispositif d'impulsion électromagnétique dirigée. J'ai eu cette appellation confirmée par la personne qui a dit avoir fait des schémas pour la compagnie qui l'avait construit. C'est omnidirectionnel. Vous pouvez le pointer dans la direction que vous voulez. Cela va générer un rayon d'énergie électromagnétique qui, d'après mon expérience militaire, a des effets dévastateurs sur tout ce qui est électronique. À un très bas niveau, cela peut être utilisé pour tester la résistance électromagnétique d'équipements de guerre électronique.
Peut-être pour tester des avions qui ont été électroniquement protégés contre ce genre d'impulsion. Ou bien, si vous augmentez la puissance, cela peut causer la défaillance des systèmes électroniques sur des avions ou bien sur des véhicules extraterrestres. C'est peut-être cela qui a fait descendre cette chose. Le véhicule a alors été transféré à la station aérienne navale de Pensacola. Les chefs d'état-major de l'armée américaine se sont rencontrés à la station navale aérienne de Pensacola le 21 août 1988. Ils ont visité un hangar qui était sous haute surveillance, équipé d'air conditionné depuis plusieurs semaines avant cela. Nous n'avons pas de preuves, mais nous avons beaucoup d'éléments circonstanciés comme quoi c'est ce qui est arrivé. Le cas de Gulf Breeze aux États-Unis est parfaitement connu, mais c'est pas vrai pour nous en Europe. Aux États-Unis, il faut le dire, l'information circule. Il y a une production énorme d'ouvrages sur l'ufologie. Nous nous en sommes rendus compte au congrès du MUFON à Richmond, à Virginie, avec l'abondance des stands qui proposaient des livres neufs, bien sûr, des nouveautés, mais aussi de très vieux bouquins. Et j'ai eu la surprise de trouver la traduction de mon bouquin « Les soucoupes volantes viennent de notre monde », un documentaire, qui est paru en 1954 en France, mais la traduction anglaise a été publiée en 1956. C'était une pièce de musée. En dehors des ouvrages, documentaires et autres, il y a un envahissement de gadgets touchant directement ou indirectement l'ufologie, les t-shirts, des autocollants de diverses sortes. Et puis il y a des porte-clés, il y a des ceinturons. Vous voyez même ici un petit gris, un short grays. Ce n'est pas du mercantilisme, c'est entré dans les mœurs. Il y a une chose, par exemple, qui n'est pas du tout divulguée en France. Bien des ufologues même rigolent comme des imbéciles. Ce sont les jeunes femmes qui sont enlevées, qui sont inséminées, qui sont, disons-le, des sortes de mères porteuses, puisqu'au 3e mois de leur grossesse, elles subissent l'extraction du fœtus. Et c'est dramatiquement vrai. C'est un fait maintenant qu'ils enlèvent des hommes et des femmes afin d'utiliser leurs ovules et spermatozoïdes pour inséminer des femmes. Alors elles sont enceintes pour environ 2 à 3 mois et durant la nuit le fœtus est enlevé et emmené quelque part. Nous ne savons pas où. Ils les placent dans des cages en verre. Il y en a des murs entiers. Et là, le bébé est amené à maturité. Je connais personnellement 64 personnes qui ont été à bord de véhicules extraterrestres. Et la plupart d'entre elles ont pris part à un programme d'hybridation. Je connais une dame près de chez moi qui a été enceinte 8 fois. Elle n'a qu'un seul enfant. Pour ce premier enfant, le docteur a dit avoir entendu 3 battements de cœur. Alors, ils ont utilisé l'échographie qui a montré 3 fœtus. Mais il n'y a eu qu'une seule naissance. Elle a été enceinte 7 fois après cela, et les fœtus ont disparu sans fausse couche à chaque fois. Alors, les ouvrages chez nous sont assez rares dans ce domaine. C'est vrai aussi pour l'audiovisuel. Mais justement, grâce à la Fox Video, nous disposons en France d'une vidéocassette extraordinaire, Intruders, d'après l'ouvrage de Bud Hopkins. Mais Intruders, c'est extraordinaire, c'est une sorte de fiction, mais basée sur des faits dramatiquement réels et terrifiants. Tiré de récits authentiques. Arrêtez les recherches, il faut que vous m'aidiez. Ils viennent me chercher, aidez-moi, j'ai si peur. Maman, ils me font mal. Ce qu'ils m'ont fait, ils le referont. La menace est réelle. Les envahisseurs sont là. Et ils ont des projets pour vous. Il faut dire qui est Bud Hopkins. C'est un sculpteur de talent, mais qui a un violon dingue qui est devenu
une spécialité. Il est devenu hypnotiseur. Un hypnotiseur remarquable, extrêmement humain, qui jamais ne suggère des réponses, mais pose des interrogations. Et il est devenu, de par cette spécialité, le numéro 1, le spécialiste des abductions avec, enfin, en français on dit des enlèvements, avec insémination artificielle chez les femmes de notre planète. Il y a des cas où les gens sont enlevés à l'hôpital alors qu'ils n'ont que 2 ou 3 jours. Mais disons qu'ils ont plutôt 5 ou 6 ans, peu importe. Ils sont enlevés, puis à nouveau enlevés coup sur coup. C'est comme s'ils étaient des animaux marqués pour une étude de la race humaine. L'intérêt de ceux qui sont dans les ovnis est très clairement exprimé dans le film. Ils se focalisent sur ce qui est génétique et reproduction. Des échantillons de sperme et d'ovules sont prélevés sur les hommes et les femmes. La personne est enlevée plusieurs fois. Dans le cas d'une femme, le plus souvent, celle-ci est enlevée et inséminée. C'est ce qui est arrivé à Kathy Davis et qui a inspiré le film Intruders. Ce qui ressort sous hypnose, et même parfois des souvenirs qui reviennent naturellement, c'est que la femme est à nouveau enlevée et que le fœtus en développement est retiré. Parfois, elle peut se rappeler un enlèvement précédent où elle est inséminée artificiellement par une sorte d'instrument. Il ne s'agit pas d'un procédé ou d'une chose sexuelle au sens où nous comprenons le sexe. C'est mécanique et clinique. Donc, elle est réenlevée, le fœtus est retiré et la personne n'est plus enceinte. Et ceci, bien qu'il y ait eu des échographies du bébé et tous les signes de grossesse. Elle est alors réenlevée et on lui montre un petit bébé. Ce bébé a des caractéristiques très étranges, moitié humain, moitié extraterrestre. Extraterrestres, vous voulez dire les gris? Oui, les gris. Les occupants des ovnis ont de très grands yeux, une très grande tête et un corps très chétif. S'ils ont des cheveux, il s'agit des hybrides. Les cheveux sont très fins, blancs et ne couvrent pas toute la tête. La personne est donc réenlevée et on lui demande de tenir le bébé. Et c'est comme si les extraterrestres pensaient qu'il y a quelque chose de magique dans le contact humain, dans le contact avec une mère. Il y a même des cas où ce sont des hommes qui sont enlevés, comme s'ils avaient contribué à la naissance de cet enfant et où on leur demande de prendre ses enfants. Maintenant, tout ceci a l'air complètement fou et je l'admets. Mais quand vous avez des centaines, voire même des milliers de cas, vous êtes forcé de prendre tout cela avec sérieux. Alors Bud Hopkins a voulu aller plus loin. Il a imaginé un sondage, élaboré d'ailleurs avec un institut de sondage, pour savoir combien de personnes et de quelle manière des personnes pouvaient avoir été victimes de ce qu'on appelle des enlèvements. Alors, je vais donc vous lire minutieusement ces 5 questions. Avez-vous disparu 1 heure ou plus sans souvenir de ce qui s'est passé? Vous êtes-vous réveillé paralysé, sans pouvoir bouger pendant plusieurs minutes, ou en ayant le sentiment d'une présence dans la pièce? Avez-vous vu des boules de lumière dans cette pièce sans explication? Avez-vous relevé des marques particulières inexpliquées sur votre corps? Avez-vous eu le sentiment de voler ou d'avoir été transporté dans les airs? Bud Hopkins nous livre des réponses surprenantes. Avec le groupe d'études, nous nous sommes dit que seules les personnes qui ont répondu oui à 4 des 5 questions auraient eu la possibilité d'avoir été enlevées sans s'en souvenir. Vous ne dites oui qu'à une seule question et vous n'êtes pas retenu. Mais les gens qui ont répondu oui à 4 des 5 questions
totalise 2% de la population, ce qui fait une personne sur 50. Et si la population des États-Unis est de 250 millions de personnes, alors nous avons affaire à un très grand nombre d'enlevés. Alors 2% de 250 millions d'habitants aux États-Unis, cela fait 5 millions de personnes, 5 millions d'Américains qui ont été, ou disons qui auraient été, mais moi je pense, qui ont été enlevés par ces êtres. Ces êtres qui, à l'échelle planétaire maintenant, parce qu'il n'y a pas que les Américains, on commence à avoir en France des activités de gris. Par exemple, non pas celui-là, négligeons celui-là, mais celui-ci a sévi quelque part dans l'est de la France. Il n'y a pas tellement longtemps. Et cette enquête, nous sommes en train de la mener. Alors, pour en revenir à ce phénomène mondial, nous ne connaissons pas exactement les intentions des gris. Oh, bien sûr, assimilation, mutilation. Mais les autorités se taisent. Je le répète, c'est le blackout. Alors, il faut aller plus loin et écouter ceux qui ont fait des constatations, ceux qui ont enquêté, ceux qui savent. Ce qu'ils obtiennent la première fois est à moitié humain et à moitié extraterrestre. Donc leurs enfants feront plus qu'1 mètre à 1,20 m. Ils pourront atteindre la taille d'1,50 m. En croisant ainsi de suite, et ceci pendant des années, ils créent une nouvelle espèce qui a de l'endurance et de la force. Parce que s'ils ne font pas ça, ils vont disparaître, ils n'existeront plus. Je pense que c'est leur méthode pour garder leur espèce en vie. Je pense que la principale raison pour qu'il y ait un silence des gouvernements est la suivante. Supposons que le président de la République annonce ceci. Mesdames et messieurs, les extraterrestres sont présents dans notre environnement, nous ne pouvons rien y faire. Ils peuvent surpasser en vol tout ce que nous avons. Ils enlèvent des Français, des hommes, des femmes et des enfants la nuit. Ils ramènent ces personnes en effaçant leur mémoire et en les utilisant pour faire des expériences. Nous ne pouvons rien y faire. Pour couronner le tout, nous ne savons pas où tout cela doit aboutir. Nous ne savons pas finalement s'ils se montreront amicaux ou non. Je vous ferai savoir quand nous en saurons plus. Merci et bonne nuit. Je pense que ce serait la panique. Et aucun gouvernement, François Mitterrand ou un autre, ne prendra les devants pour avouer une telle faiblesse. Nous sommes prisonniers. Oui, c'est entre leurs mains. Il n'y a rien que nous puissions faire. Maintenant, et c'est très important, je ne les vois pas comme des ennemis qui nous malmèneraient de façon délibérée. Ils n'ont pas l'air de faire ça. Ce ne sont pas des amis qui nous aident non plus. Ils sont ici pour leurs raisons. Il est malheureusement difficile, sinon impossible, d'en savoir davantage sur le comportement, sur les motivations des extraterrestres, en raison de la censure du blackout appliqué par les gouvernements, tous les gouvernements. C'est pourquoi un groupe de gens courageux aux États-Unis ont créé Operation Right to Know, opération droit de savoir, sous-entendu, voir la fin du secret sur les ovnis et les extraterrestres. Et parmi les fondateurs de ce mouvement se trouve Ed Komarek. Opération Droit de Savoir est une organisation internationale que nous avons créée pour obtenir des gouvernements du monde entier la divulgation des secrets concernant les ovnis. À l'heure actuelle, nous sommes principalement aux États-Unis, mais nous nous sommes déjà établis dans d'autres pays comme l'Argentine et nous commençons à nous établir dans d'autres pays d'Europe. Le 5 juillet, vous allez manifester à Washington devant la Maison-Blanche. Allez-vous rassembler beaucoup de monde? Ceci est en fait notre deuxième manifestation. Lors de la première, nous n'étions que 2. Et lorsque nous sommes allés à Washington, de plus en plus de gens nous ont rejoints. Maintenant, nous avons une organisation avec des membres, une lettre d'information et avec la couverture médiatique dont nous avons disposé, nous n'avons en fait aucune idée de combien nous serons. Nous avons prévu de 50 à 100 personnes, mais nous pouvons être des centaines.
L'opération Droit de savoir, Operation Right to Know aux États-Unis, a une vocation internationale. Nous avons rencontré là-bas le représentant de cette organisation en Argentine, mais Guillermo Aldonati, c'est son nom, n'a pas les mêmes coups des franches que les Américains, ni peut-être nous en France, et il va nous parler des problèmes auxquels il a été confronté. Nous avons établi des projets pour faire une manifestation analogue à celle qui va avoir lieu lundi prochain à Washington. Mais nous avons eu certaines pressions, vous savez, cela venait des politiciens et de la police. Parce qu'ils disaient que si nous faisions ce genre de manifestation, cela voudrait dire que nous sommes fous, vous comprenez? Le 5 juillet 1993, nous allons à Washington, la capitale fédérale des États-Unis, retrouver Operation Right to Know et sa manifestation devant la Maison-Blanche. We're here to let the world know, and we're here to tell the government, no more lies! Nous nous retrouvons donc au parc Lafayette, où des intervenants vont se succéder, avant la marche symbolique en face de la Maison-Blanche. People have a right to know. Hey, UFOs, people have a right to know. Hey, hey, UFOs, people have a right to know. Hey, hey, UFOs, people have a right to know. Hey, hey, UFOs, people have a right to know. Hey, hey, UFOs, people have a right to know. Hey, hey, UFOs, people have a right to know. Hélène Douglas, vous êtes la fondatrice avec vos amis du mouvement Opération Droit de savoir. Quel est votre programme? Notre intention est de donner aux gens qui savent la vérité sur les ovnis le courage de rendre publiques leurs informations. Le Congrès reste en place, le gouvernement maintient son contrôle par le simple fait que les gens sont embarrassés et sont effrayés à l'idée d'être ridicules en faisant une déclaration publique. Maintenant, une manifestation comme celle que nous avons faite aujourd'hui est le prototype d'une déclaration publique. Et nous allons être un exemple pour toutes les autres organisations OVNI. Nous disons, voyez, cela peut être fait, la presse est venue et ils ne se sont pas moqués de nous. Quand nous avons fait cela, nous avons passé un bon moment et vous devriez le faire, car c'est ainsi que nous en finirons avec cette dissimulation. Nous allons, après notre amie Hélène Douglas aux États-Unis, retrouver en France, on fait un petit saut comme ça, notre ami Claude Chapeau. Claude Chapeau, tu as eu une formation scientifique, tu as écrit des bouquins, et tu as créé en France, on le rend public aujourd'hui, non pas Operation Right to Know, puisque nous sommes en France, mais Opération Droit de savoir, sous-entendu la levée sur le secret dont sont entourés tous les phénomènes OVNI, les extraterrestres, etc. Je pense qu'il faut avoir le plus de volontaires possible pour pouvoir créer cette association. Ensuite, il faut la développer. Et pour la développer, nous avons besoin du concours et de la télévision, des médias. Je pense que c'est comme ça que je vois les choses. Sinon, ce n'est pas possible. Il faut souligner que tu entends d'abord réunir autour de toi un nombre important de scientifiques. Tu as déjà des scientifiques. Il faut que les hommes de science, intelligents et honnêtes, qui n'ont pas peur de se commettre avec des gens comme Claude Chapeau, qui est quand même lui aussi un scientifique, et qui a le courage de secouer la poussière des interdits pour dire « nous sommes confrontés à un phénomène dont on sait parfaitement qu'il s'agit d'engins matériels venus d'ailleurs, essayons d'aller un peu plus loin ».
Et nous avons pour cela besoin, évidemment, d'hommes de science. Oui, nous allons surtout nous occuper d'une partie médicale qui est très intéressante, qui va être, je pense, faite par mon neveu, qui est médecin biologiste et qui a travaillé à l'Institut Pasteur. Nous pensons, grâce à toutes les associations qui existent en Europe, avoir réunir le plus de patients possible qui auraient été enlevés, ce que disent les Américains, les fameux abductees. Et ces patients, nous leur ferons des examens, toutes sortes d'examens, des examens biologiques, des examens radiologiques, et surtout, par la psychiatrie, nous les mettrons sous hypnose, de manière à savoir exactement ce qu'ils ont vécu lorsqu'ils ont été enlevés. Voilà, je pense que c'est la chose la plus importante que nous devons réaliser ici, en France et en Europe. Alors, nous allons donner l'adresse à laquelle le public va pouvoir écrire. Claude Chapeau, tu es la cheville ouvrière de cette organisation. Tu vas recevoir un morceau de courrier. Alors évidemment, on n'est pas contre le fait de recevoir 2 timbres pour la réponse, hein, parce que tout ça coûte cher. Je ne vais pas sortir une sébille pour faire la quête, mais sous-entendu, si on peut aider cette organisation, eh bien, par avance, merci. Alors, c'est pas fini, parce que ce silence qui entoure le problème des officiels, leur volonté de faire le blackout, tient au fait que les autorités sont complices et impliquées directement dans ce cover-up, dans ce blackout, dans cette loi du silence. Et un de nos amis qui s'occupe de ce problème en Argentine va nous en parler. Maintenant, nous avons des gris, ces êtres gris. Les gris. Avez-vous des bases souterraines? Nous avons des bases souterraines dans la ville de Victoria. C'est peut-être pourquoi on ne veut pas nous laisser expliquer aux gens ce qui se passe ici. Vous avez des enlèvements aussi? Oui. Et des hommes et des femmes? Oui, ils enlèvent des êtres humains comme des femmes et parfois aussi des petits garçons. Nous enquêtons là-dessus. Les bases extraterrestres sont planétaires. Elles sont réparties partout de par le monde. Et nous avons vu qu'elles étaient protégées par leur enfouissement sous des bases militaires. C'est ainsi qu'aux États-Unis, par exemple, au sud-est de Washington, la fameuse baie de Chesapeake abrite certainement l'une de ces bases. Dans les régions en particulier, il y a la fameuse base de Norfolk. Pourquoi je dis fameuse? Parce que, vous le savez, je suppose, c'est là que s'est déroulée, avec Philadelphie également, cette expérience étonnante de ce navire des Eldridge qui a été rendu invisible, pensait-on, en 1943. Ce navire s'est dématérialisé de Philadelphie, s'est matérialisé à Norfolk, des témoins en attestent, il s'est de nouveau dématérialisé là pour revenir à Philadelphie à 640 km. Nous sommes allés à Norfolk, nous avons vu certaines installations, nous avons vu notamment sur les cartes, parce que ce n'est pas des panneaux touristiques qui l'indiquent, qu'il existe dans une zone au sud-sud-est de la baie de Chesapeake, une zone avec des perturbations magnétiques. Alors, est-ce que ces perturbations magnétiques sont liées à une base, comme il en existe une, pas très loin de New York, où se déroule le Montauk Project, qui met en activité des manipulations temporelles. Et c'est fantastique. C'est un tout petit premier pas vers les manipulations du temps en tant que dimension temporelle, et donc des voyages dans le temps. Cet ouvrage est fantastique. Celui-ci aussi, où il est question, justement, de cette expérience de la Philadelphie Experience. Alors, ces manipulations sur le temps et l'espace prouvent, je pense, une collusion avec une technologie supérieure à celle qui était la nôtre en 1943. Donc, déjà, des contacts avec une puissance extraterrestre existaient. Nous n'aborderons pas ce domaine-là aujourd'hui, mais dans une prochaine vidéocassette consacrée au vortex. Alors le fait que ces expériences aient eu pour, comme l'un des pôles, Norfolk, renforce, à mon avis, la présence d'une base extraterrestre dans cette région.
Pour en savoir plus sur les bases extraterrestres et leurs activités, dirigeons-nous vers le Nouveau-Mexique. Ici, à Albuquerque, grâce à Roger Rémy, qui est un scientifique de pointe et à l'esprit ouvert, nous avons pu rencontrer des ufologues qui nous ont confirmé les fortes activités ovni de ce pays. Je n'ai jamais vu d'OVNI, mais beaucoup de mes amis ont eu des expériences et de bonnes observations. C'est ce que j'appellerais des observations sérieuses. Ce n'était pas seulement une étoile filante ou un avion ou quelque chose comme ça. Je pense qu'on a de fortes chances de voir un OVNI au Nouveau-Mexique. C'est une très bonne région. Pourquoi ici et pas au Manitoba ou en New Hampshire ou en d'autres États des États-Unis? Cela pourrait être dû aux bases militaires que nous avons ici et à tous les projets qui sont en cours à Los Alamos et White Sands. Je crois que cela peut représenter un intérêt pour les extraterrestres. Je pense qu'il y a des tunnels souterrains. Et je crois que les ovnis se déplacent à l'intérieur de ces tunnels. Ils doivent entrer dans ces tunnels en faisant une sorte de distorsion temporelle. Le temps est affecté par la gravitation. Si vous pouvez créer un champ gravitationnel très intense pour quelques secondes, alors vous pouvez changer l'espace-temps. Je pense qu'il est évident que ces créatures dans les ovnis ont de grandes connaissances en ce qui concerne l'espace. La physique newtonienne, la physique einsteinienne, la physique quantique et ainsi de suite. Ils en savent beaucoup et ils savent comment manipuler ces choses. Voici la raison pour avoir des tunnels. Si vous avez une base, de toute évidence, une base militaire comme Cortland ou comme Los Alamos, celle-ci se trouve au milieu de régions habitées où il y a beaucoup de gens. Si vous avez des ovnis qui décollent et qui atterrissent de Los Alamos ou qui décollent et atterrissent de Cortland, il est évident qu'un grand nombre de gens vont les voir. Pour être plus clandestin, pour être plus secret, vous volez dans les tunnels et vous sortez à un endroit où personne ne va y prêter attention. Je pense qu'il y a des tunnels qui vont du mont Arculeta à Los Alamos. Je pense aussi qu'il y a des tunnels dans d'autres endroits du Nouveau-Mexique. Peut-être qu'ils partent du VLA. Ce sont de très grandes antennes. Le Very Large Array est une installation de radiotélescope, une succession d'immenses coupoles, comme nous le voyons, qui utilise le principe de l'interférométrie. Megaseti, justement, utilise ce Very Large Array. Megaseti, dont on a dit qu'il faisait des recherches sur les communications extraterrestres, moi je veux bien. Il semble en réalité qu'il y ait là aussi, là-dessous, une notion d'étouffoir, minimiser le programme de recherche sur les ovnis pour monter Megaseti. Paul Picard a d'ailleurs écrit un ouvrage remarquable sur le phénomène ovni, sur les recherches, et nous parle de ce Megaseti. Au Nouveau-Mexique, il y a eu de nombreux crashs d'ovnis. Nous le répétons, on ne le répétera jamais assez. Et l'un de ces crashs a été transposé en Suisse par Sidney Sheldon dans ce bouquin publié aux Presses de la Cité, qui est une fiction basée sur des faits. C'est passionnant.